disais que je suis très heureuse de rencontrer et de vous présenter ici Myriam Mouetté-Delmotte, que j'ai rencontrée grâce à Henri Beauchot, à qui elle avait consacré un superbe livre, celui-là, Sous l'éclat de la Sibylle. Et il est rare de rencontrer quelqu'un qui fait, en faisant œuvre critique, qui fait œuvre tout court. Il y en a très peu. Moi, je pense à Roland Barthes. Et Myriam Mouetté-Delmotte. Bon. Il est rare aussi que je continue en entretien pendant des années avec quelqu'un qui va devenir une amie proche, avec qui je vais faire d'autres choses, des ateliers d'écriture. Tatiana est là pour en attester l'expérience, et que je suis de livre en livre. Et donc là, on va revenir à ces tout débuts. Par ma première question, je me suis demandé, quand elle était petite fille, et qu'elle rêvait à être peut-être écrivain, non. Est-ce qu'il y a eu un moment où quand même tu te dis, voilà, les livres, ça va être mon monde, et quel a été ce moment de bascule où tout d'un coup on se dit, c'est ça, je vais m'en approcher en tout cas. Oui. Alors, j'ai jamais pensé être écrivain, mais j'ai eu un déclic assez jeune. Bon, comme tout le monde, hein, j'ai découvert la littérature par les contes de fées, voilà. Et puis à l'école, mais le déclic qui m'a fait dire à 6 ans, je sais vers où je vais aller quand je serai grande et que j'aurai à choisir une profession, c'est à 6 ans. Et c'est pas la littérature en fait, mais c'est quand même pas très loin. J'habitais Comines, il n'y avait pas de livres chez moi, donc à l'école première primaire, j'ai découvert en début d'année la chapelle des Sœurs. Cette chapelle m'a fait un choc parce que c'est la première fois que je rentrais dans un lieu qui de l'extérieur avait l'air gris. Et quand j'étais à l'intérieur, comme il y avait du soleil et des vitraux qui avaient été faits, c'était des vitraux contemporains qui avaient été réalisés par Roger Copp, tout était lumineux et tout était coloré, les murs, les meubles, moi-même. Ça m'a émerveillée et je me suis dit, dans le fond c'est tellement simple parce que cet homme a simplement mis de la couleur sur les fenêtres et on m'a dit, ça c'est un grand artiste, etc. Et je me suis juré que je ferais ma vie avec les gens qui étaient capables de changer la vie en mieux. Voilà. Alors ma première idée, c'était, je ne voulais pas être verrière, mais je voulais être en compagnie de ces gens qui savent faire des choses magnifiques de ce type. Et puis alors, le fait de passer ma vie dans la littérature est venu à 14 ans, bêtement, ça vous est peut-être arrivé à vous aussi. En classe, on nous a demandé de faire une rédaction en revenant de vacances et de faire une description avec un modèle de description. Moi, j'ai décrit le lac de Sils, Maria, en Suisse. Je ne savais pas à l'époque que Nietzsche et Rilke et Jouve et Beauchot avaient fréquenté le lac de Sils. Je l'ai simplement décrit le mieux que je pouvais. Et mon instit a été tellement ravi qu'elle l'a lu devant tout le monde. Et je me suis dit, voilà, moi j'aime lire. Et en plus, il paraît que je sais écrire. Donc je vais rester dans ce milieu. Bon, mais après, après j'ai fait les romans et j'ai évolué beaucoup. J'ai voulu combiner d'ailleurs mon amour des arts et de la littérature tout en étant devenue professeure, parce que j'ai fait créer le cours Art et Littérature, qui n'existait pas. Et puis voilà. J'ai jamais pensé à être écrivain. Quand je me suis intéressée à Henri Beauchot et que je l'ai fréquenté de près, à chaque fois je lui montrais ce que je voulais publier sur lui. Et il me disait régulièrement, vous progressez comme écrivain. Ce qui me faisait beaucoup rire. Ça me faisait vraiment beaucoup rire. Et puis en fait, c'est quand même lui qui m'a amené à l'écriture autre, parce que lui en a été l'occasion, et l'instigateur, ça a quand même été Bertrand Pie, donc des éditions Actes Sud, parce que quand on a fêté le 100e anniversaire d'Henri Beauchot, on m'a commandé ce livre. Bertrand Pie m'a dit, alors pas de notes de bas de page, pas de littérature scientifique, tout le monde doit pouvoir le lire, mais aussi bien le scientifique que Monsieur Tout-le-Monde qui connaît rien du tout à Beauchot. Je me suis dit, fameux défi, parce que moi j'avais déjà écrit énormément de choses scientifiques sur Beauchot, et je me suis dit, une fois que ce sera chez Actes Sud, plus personne ne va lire ce que j'ai fait chez les éditeurs universitaires et dans des articles de revues universitaires. Donc il faut que j'arrive à redire tout ce que j'ai dit autrement, ça me plaît. Je veux dire, simplifier, dire les choses complexes de manière simple, j'adore. Mais
Surtout, il faut que j'y trouve mon plaisir. Et je n'aime pas me répéter. Et donc, j'ai trouvé ce truc que j'ai mis en œuvre, qui est d'alterner des chapitres où c'est comme si je faisais des conférences, dans le fond. Alors, c'est ma posture de scientifique, où j'analyse avec rationalité, avec toutes les techniques nécessaires, mais sans en parler, simplement en donnant les résultats de ces techniques, sans note de bas de page. J'explique qui est Beauchot, pourquoi ça se passe comme ça, quel est son parcours, pourquoi ça se passe comme ça dans son œuvre. Et j'intercale des petits passages où je fais parler un personnage. Ce personnage, c'est un personnage de Beauchot, mais c'est un personnage qui existait bien avant Beauchot, c'est la Sibylle. Il n'y a d'ailleurs pas qu'une Sibylle, il y en a au moins 12 dans la mythologie. Et puis, pour Henri Beauchot, qui était venu à l'écriture en tant qu'écrivain professionnel, si je peux dire, grâce à une femme qui était sa psychanalyste, Blanche Reverchon-Jouve, qui l'appelait sa Sibylle, puisqu'elle parlait par énigme. Donc j'avais affaire à un personnage qui existait avant, dont Beauchot s'était emparé, et qui était en même temps un personnage de son œuvre. Et dans tous les genres, parce qu'il a pratiqué tous les genres. Donc je me suis dit, je vais prendre la parole pour la Sibylle. D'abord, j'en ai parlé à Beauchot parce que je n'ai jamais écrit une ligne que Beauchot ne m'ait pas accordé à lire. C'était la première fois que je travaillais sur un écrivain vivant et je voulais en profiter, je voulais dialoguer avec lui. Et quand je lui ai dit, je me suis dit, il ne va certainement pas accepter cette idée parce que sa sacro-sainte Sibylle, enfin, sa Blanche Reverchon qui était pour lui vraiment la femme parfaite idéale, je me suis dit, il ne va jamais accepter que moi, je prenne la parole en son nom. Donc quand je lui ai dit, il y a eu un blanc. Je me suis dit, bon, il va me dire non. Il a dit, c'est intéressant. Et donc je me suis lancée, et dans les passages de la Sibylle, je suis vraiment la Sibylle, c'est-à-dire la Sibylle, c'est une fameuse chipie. Elle tutoie Beauchot, elle lui dit des choses de manière très très détendue, enfin, c'est pas du tout la langue scientifique, rationnelle qui est la mienne dans les autres chapitres. Elle dit par exemple, tu mens. Moi je vais jamais dire, d'abord je tutoie pas Beauchot, et ensuite j'aurais déployé toute une série d'arguments littéraires pour dire que la littérature c'est du mentir vrai. Voilà. Qu'est-ce que ça va libérer en toi, justement, de prendre cette position de Sibylle? Est-ce que ça libère de l'écriture? J'ai eu énormément de plaisir. Depuis lors, je ne me suis plus arrêtée. Heureusement qu'il a dit oui. Mais j'avais une prédisposition, si je peux dire. C'est que, en tant que scientifique, j'ai créé... Donc, j'étais au FNRS. Donc, j'ai créé un centre de recherche. C'est un centre de recherche sur l'imaginaire. Ce n'est pas un centre de recherche en sémiotique littéraire. C'est vraiment... Parce que je pense qu'il y a plusieurs manières d'entrer dans la littérature. C'est très bien d'avoir des outils de sciences du texte, mais soyons clairs, la première fois qu'on lit un texte, on ne le lit pas avec des sciences du texte, on le lit avec sa sensibilité, avec son intériorité. Et donc, j'ai eu l'occasion, là, de faire entendre ces deux voix. La voix de la sensibilité, de l'intériorité, ma voix, c'est mon interprétation de la Sibylle, donc c'est ma voix quand même, quelque part, et en même temps de la faire dialoguer, parce que pour moi les deux sont complètement complémentaires avec le travail rigoureux, neutre d'une scientifique. Tu vas écrire une lettre à Pierre-Jean Jouve. Il y a un lien d'ailleurs entre Pierre-Jean Jouve et Henri Beauchot, tu vas l'expliquer ce lien, mais dans cette lettre tu cites Romain Rolland, qui dit « On ne lit pas un livre, on se lit dans un livre ». Alors, quand toi, tu lis Pierre-Jean Jouve, qu'est-ce que tu lis de toi? Oui, j'ai commencé par Jouve. Ça a d'ailleurs été mon point de contact avec Henri Beauchot. J'ai d'abord découvert Jouve, Paulina 1880. Ceux qui l'ont lu ne se séparent plus jamais de Paulina. Oui, il y a une spécialiste de Jouve ici, elle dit oui, elle est tout à fait d'accord avec moi. Et donc, Jouve avait pour épouse la psychanalyste d'Henri Beauchot, qui lui a permis de s'accepter comme écrivain, parce qu'il ne s'acceptait pas comme écrivain, ça ne se faisait pas dans sa famille, et puis il n'avait pas cette assurance de lui-même comme écrivain. Et donc, mon premier contact avec Beauchot, dont j'ai lu d'abord Le Régiment Noir, j'ai commencé à m'intéresser à Beauchot quand personne ne s'intéressait à lui, ça je dois dire. Et donc, il était quand même très impressionnant, c'était un personnage, vous l'avez connu, c'était un grand monsieur, donc
j'ai pris le billet, je lui ai dit, vous qui connaissez très bien Jouve, j'aimerais bien que vous lisiez des articles que j'ai écrits sur Jouve et serais intéressé de voir ce que vous en dites. Et je me disais en moi-même, j'ai envie de travailler sur lui, mais s'il n'aime pas du tout ma façon de travailler, ok, j'aurais compris et j'insisterai pas. Mais c'était Beauchot, donc il a vraiment lu et il m'a fait un vrai commentaire. Et j'ai bien vu que ça lui plaisait. Donc ma deuxième question était, et maintenant, si je travaillais sur vous? Et il m'a dit, je vous aiderai. Ce qu'il a fait. Voilà. Alors, pour revenir à ta première question, point de départ, j'ai effectivement écrit une lettre à Jouve, grâce à toi d'ailleurs, qui m'a incité à écrire des lettres aux écrivains dans le cadre d'une de tes émissions. Mais là, c'était pas celle sur Jouve, mais voilà. Et ce que je veux dire avec cette phrase que je cite de Romain Rolland, c'est que oui, quand j'ai lu Jouve, je peux vraiment dire que Jouve m'a sauvée. Parce que Jouve, la particularité de Jouve, c'est un homme qui, toute sa vie, a lutté contre le désastre. Qui a toujours, tout ce qu'il a fait, c'était essayer de trouver son propre centre de gravité. Et il y a des textes magnifiques, il y a un petit poème, je ne sais pas si j'ai le temps de le lire, ce poème, oui. Donc, je vais dire des petits extraits parce qu'il est trop long. Songe un peu au soleil de ta jeunesse, celui qui brillait quand tu avais 10 ans. Si tu fixes bien tes yeux, si tu le rétrécis, tu peux encore l'apercevoir. Il avait une chaleur, une couleur, il avait une danse, il avait un désir. Il t'aimait. C'est dans le cœur que sont rangés les vieux soleils. Mais oui, il est là. Hélas, il n'est plus. Hélas, il n'a jamais été. J'ai un trou, heureusement que j'ai amené le bouquin, le texte. De vous le lire, ça m'émeut, voilà, c'est bien. Ô ce soleil, dis-tu. Et pourtant, ta jeunesse était malheureuse. Moi, un texte comme ça me remue parce que je m'y retrouve moi. De quoi ça m'a libérée? Ça m'a libérée de la pression des autres. Et on sait qu'elle est toujours là, cette pression, peut-être plus que jamais maintenant avec les réseaux sociaux et tous les contrôles qu'on exerce sur soi de son plein gré, si je peux dire, pour faire partie des lois grégaires qui nous donnent une place facile dans le monde social. Il m'a libérée de ma peur d'être différente. Voilà. Et Beauchot aussi, quelque part, parce qu'il y a un lien, Beauchot aussi. C'est libéré de sa peur d'être différent, et je retrouve ça aussi dans son œuvre. Mais ça me fait penser à cette phrase que tu cites souvent d'Henri Beauchot, qui est ce vers, dans le champ du malheur, planter une objection. Moi, elle me sert très souvent, cette phrase. Il y a aussi, je ne sais plus, en exergue dans ses romans, on peut vivre dans la douleur. Dans la déchirure. Dans la déchirure. On peut très bien. Oui. Oui, voilà. Il y a des phrases qui sont des bornes et qui sont des consolations. On est sauvé de quelque chose par la littérature. Oui. Bon. Moi, je pense que c'est toujours le rôle de la littérature. Et d'ailleurs, on vient encore de l'entendre. On a dit comme ce livre pouvait être une aide pour tout le monde. Enfin, voilà. Moi, je pense que c'est toujours ça, la littérature. Pourquoi ? Et après, je dirais que pourquoi il y a certains en particulier, certains littéraires m'intéressent plus que d'autres. Mais la littérature a ce site particulier que, en fait, contrairement à la musique qui vient vers vous, qui vient vers votre corps, contrairement à l'image qui s'impose à vous, la littérature, vous devez faire l'effort de décoder la langue. Hein. Ça peut vous tomber des mains si vous n'aimez pas, mais vous devez faire l'effort d'aller vers le langage, vous devez le décoder, ligne à ligne. Donc, déjà, ce qui me frappe dans la littérature qui utilise le langage, c'est que le livre s'adresse toujours à une liberté.
c'est votre liberté de continuer à lire ou de laisser. Déjà, ça, c'est un outil citoyen en tant que tel, je trouve. Par ailleurs, on peut pas tous jouer d'un instrument ou composer de la musique, on ne peut pas tous être un bon peintre, mais on parle tous. C'est notre matériau à nous tous. C'est le langage qu'un écrivain utilise, mais il l'utilise autrement, c'est-à-dire il lui fait dire des choses que sans lui, il ne disait pas. Et c'est en disant qu'il crée des choses. Je trouve ça fabuleux, fabuleux. Et toutes les littératures le font, que ce soit dans un but d'instruction, de distraction. Tous ces buts sont louables. Ça m'a beaucoup servi en tant que prof de littérature parce que je pouvais être positive et passionnée pour tous les types de littérature que j'essayais d'enseigner. Mais moi, en tant qu'individu, ce qui m'intéresse, c'est quand un auteur n'utilise pas la langue pour saisir le réel, mais pour montrer ce que le réel a d'insaisissable. Quand sa langue, il l'utilise pour me faire sentir plus de choses, me faire sentir plus de choses en profondeur, me faire sentir ce qui n'est pas visible, ce qui est dans la profondeur, l'épaisseur du temps, ce qui est dans l'épaisseur, la profondeur d'une pensée, ce qui est dans l'intériorité, ce qui est le sens du sacré, voilà, tout ça. Et je me suis rendu compte que tous les écrivains auxquels j'ai consacré plus de travaux, bon, ça a commencé avec le surréalisme et puis avec Villiers d'Isle-Adam, ça a continué avec Beauchot, avec Jouve, puis Beauchot, puis maintenant Yannick Enel, c'est leur point commun. Bon, ils en ont un autre aussi, mais voilà, bon. Ils en ont un autre aussi. Est-ce que cet autre, il y a chez Yannick Enel une façon, à travers le désastre lui aussi, parce qu'il y a du désastre aussi chez Yannick Enel, une manière de poser quand même le fait qu'il y a un au-delà mystique, même s'il est athée. Est-ce qu'il y a aussi pour toi un mysticisme athée qui relierait tous ces écrivains sur qui tu as travaillé ? Oui et non, je n'aime pas mettre des étiquettes parce que c'est quelque chose de très flou, mais il y a quelque chose de ça. En général, quand on utilise le mot mysticisme, on fait référence aux mystiques, c'est-à-dire ceux qui avaient en eux un besoin, un idéal d'absolu, mais qui ne le vivaient pas dans le cas d'une religion, qui étaient des dissidents de la religion. Et donc, dans ce sens-là, oui. Mais ce qui m'intéresse, c'est effectivement la place de cette quête d'idéal, de ce qui dépasse tout ce qui est moche dans le monde. La littérature, ça nous permet quand même d'avoir, on vient de le dire, là, quelque chose qui compense tout ce qui, chaque jour, nous tombe d'affreux, d'horrible dans l'actualité du monde, parce qu'on peut admirer. Et qu'est-ce qu'on admire ? On admire les choses qui nous font vivre plus intensément, plus profondément. Ce qui améliore, dynamise notre rapport au vécu, à la vie. C'est ça qu'on aime. Et ça, je pense que c'est une forme de sacré. Nous avons tous un sacré, c'est un sacré parfois tout à fait profane. Le sacré, ça change au fil des ans, au fil des périodes, dans les civilisations et pour chacun. Mais ce sacré, pour moi, il n'est pas transcendant, il est immanent. Il est dans le terrestre, il est très charnel, par exemple. Et chez Yannick Enel, c'est très, 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 très flagrant que le sacré est charnel. Donc, pour Beauchot aussi, même si ça ne se dit pas d'une manière très... Enfin, ça se dit de manière très ténue chez lui et beaucoup plus affirmée chez Yannick Enel, mais il y a aussi une grande différence entre les deux, c'est que Henri Beauchot ne croyait pas assez en lui pour s'affirmer comme ça. Il était toujours dans la retenue. Il a toujours fallu des incitants à Henri Beauchot, d'ailleurs, bravo aux éditeurs, là aussi, pour lui permettre de croire en ce qu'il disait, en ce qu'il écrivait, pardon. Tandis que Enel, un jour, il m'a dit qu'avant d'avoir écrit « Tiens, ferme ta couronne », il n'était pas sûr d'être un écrivain non plus, mais quand même, ça ne se voyait pas. Hein. Donc, quand il répondait aux entretiens, il était quand même toujours assez relax. Voilà. Il continue à être comme ça, très, très serein dans sa manière de faire, alors que sa manière de faire est tout sauf, justement, dans les modes. Mais il assume.
Tu disais qu'il y a d'autres choses qui relient ces écrivains. Oui, c'est la fragilité. C'est la fragilité. L'éloge, enfin, pas l'éloge, parce que ce ne sont pas des éloges, mais c'est la mise en œuvre de la fragilité comme étant... Quand on reconnaît en soi sa fragilité, en fait, c'est une force qui apparaît. C'est une force de pouvoir reconnaître en soi le dénudement, la fragilité, le doute. Il y a une force du doute. C'est ça. Comment rencontres-tu Yannick Enel, puisque là nous sommes un 17 avril et on a choisi cette date parmi toutes celles qui étaient proposées parce que c'est sa date fétiche. C'est un homme de fétiche aussi, on peut le dire. Hein. Donc pourquoi cette date-là et comment ça s'est passé cette rencontre avec lui? Parce que moi il y a un grand texte qui me bouleverse chez lui, c'est Jan Karski. Oui, voilà. Oui. Je ne l'ai pas rencontré pour Jan Karski au départ. En tant qu'écrivain, je l'ai rencontré d'abord parce qu'à Beaubourg, il y avait une exposition et un colloque sur le sacré dans l'art actuel. Et dans ce colloque, il intervenait et il a pris la parole d'une manière qui m'a sidérée. Parce que justement, avec son grand calme habituel, il a pris le contre-pied de tout ce qu'on dit sur Nietzsche. Et ce qu'il disait me semblait correspondre parfaitement à ce que je sentais moi, mais que je n'aurais pas osé affirmer parce que tout le monde dit le contraire. Et j'ai beau dire que je me suis affranchie de ma différence, c'est pas évident à le faire dans le milieu professionnel, soyons bien clairs. Dans le milieu professionnel, il y a des tas de conséquences, pas seulement sur vous, mais aussi sur vos doctorants, si vous ne dites pas ce qui est attendu que vous disiez. Bon. Et donc, je me suis dit, c'est formidable, j'ai appris là qu'il était écrivain, je suis sortie de Beaubourg, j'ai été dans la première librairie, j'ai dit, qu'est-ce que vous avez d'Yannick Enel? À l'époque, c'était Cercle. Et donc, j'ai lu Cercle dans le train, je ne l'ai plus quitté. J'ai été vraiment fascinée. Et puis, quand il a écrit Jan Karski, il y a eu une polémique, parce que Lanzmann a considéré qu'il n'avait pas le droit, n'étant pas témoin de la Shoah, de parler de la Shoah, etc. Bon. Et donc, il y a eu toute une polémique, et moi, j'avais étudié ce livre, et je lui ai fait une première lettre, une vraie, là, adressée vraiment, parce que dans mon analyse, je suis une analyste littéraire, c'est ma profession, donc j'avais analysé les structures du texte, et je lui avais dit, étant donné la manière dont vous avez construit ce récit, qui est l'histoire, une histoire qui se répète, où une victime est toujours considérée comme bourreau et donc est revictimisée, et que le cercle vicieux se reproduit, étant donné la manière dont vous avez construit ce livre, qui est construit en 3 volets, c'est un triptyque, ça ne pouvait que retomber sur vous. Vous ne pouviez qu'être piégé par ce livre. Je me suis dit, il va m'en vouloir. Mais non, il m'a répondu comme toujours, avec beaucoup de calme et de gentillesse, et il m'a dit, oui, je suis contente que vous l'ayez vu, parce que c'est vrai que jusque-là, dans la presse, personne n'avait vu ça, et il a dit, mais je l'ai assumé, pleinement. Et donc voilà, ça a été le début de notre rencontre. Et puis pourquoi le 17 avril? C'est comme pour Beauchot, personne ne s'intéressait à Beauchot avant que je m'occupe de lui, personne ne s'occupait de Yannick Enel avant que je m'occupe de lui. Et donc j'ai voulu faire un premier colloque, et je me suis dit, puisque dans chacun des livres de Yannick Enel, le 17 avril, c'est une date clé où il se passe quelque chose d'important, le premier colloque sur Yannick Enel, on va le faire se dérouler un 17 avril. Alors il s'est senti un peu piégé. Et du coup, il nous a fait un texte spécifique sur ce qu'est le 17 avril pour lui. Et on l'a mis en avant-propos de notre colloque. Alors, s'il faut te résumer à quelques verbes, il y a bien sûr veiller, éveiller, émerveiller. Non pas tous la même racine, mais il y a un peu de cela. En tout cas, la rime est belle. La rime est là. Est-ce que on peut s'arrêter à chacune de ces stations de veilleuse, d'éveilleuse, d'émerveilleuse? Oui. Je ne vais d'ailleurs pas les prendre dans le même sens, et c'est un peu logique. La sémantique veut que je commence par éveiller. La littérature m'éveille, et j'ai aussi essayé de faire ça avec mes étudiants. Elle m'éveille parce qu'elle me rend présente à toute une série de choses que je n'aurais pas pu sans elle connaître. Mais c'est aussi un rôle de veilleur, parce que c'est la littérature qui me permet de ne pas m'endormir, dans les facilités, de rester vigilante. Il y a une très belle phrase de Hegel que j'aime beaucoup, qui dit « À la manière dont un esprit se satisfait,
on reconnaît l'étendue de sa perte. J'aime beaucoup cette phrase. Et la littérature me permet, moi, de ne pas m'endormir et de rester vigilante et de garder la même exigence par rapport à la hauteur de pensée, de vie que je veux atteindre. Et émerveilleur, je pense que ça va un peu de soi. C'est la littérature qui me permet d'admirer. Je ne parle pas nécessairement de fantaisie, ni de petits lutins et de bonnes fées. Enfin, toute littérature, toute bonne littérature, rien que dans le langage déjà, mais aussi par la construction des textes, par l'imagination, toute littérature nous permet d'admirer. Et elle nous permet de ne pas désespérer de l'humanité, parce que c'est vrai que dans l'actualité on pourrait désespérer. Eh bien non, la meilleure antidote à l'actualité quotidienne avec toutes ces horreurs, c'est ma bibliothèque. Voilà, c'est en très vite, mais voilà. Juste un mot peut-être sur Dépasser la mort, parce qu'on n'a pas parlé de ce livre-là, qui est aussi une petite merveille de consolation aussi. Là, on n'est pas dans l'émerveillement. Ce que tu postules, c'est que la littérature a une fonction rituelle. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi elle est rituelle pour toi? Oui. Bon, ça c'est le cœur de mon travail scientifique. C'est ce que j'ai apporté à la théorie littéraire. C'est que tout le monde dit que la littérature est faite de codes, des codes, des genres, etc. Personne ne dit, et ça j'ai trouvé, parce que je l'ai trouvé en travaillant, que le mode d'efficacité de la littérature est rituel. Alors, un rite, pour faire vite, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, un rite, c'est pas seulement du code. C'est du code plus... C'est un comportement codé, mais c'est un comportement symbolique. Symbolique pour un certain nombre de personnes pour qui certaines choses sont identitaires. Ce qui est identitaire, ce sont des valeurs et des affects qui sont attachés au code. Je vais prendre un exemple très simple. Pour faire des crêpes, il y a un code. Dans toutes les recettes de cuisine, on va vous dire qu'il faut des œufs, qu'il faut de la farine. Si c'est les crêpes de ma grand-mère, ma recette de ma grand-mère, qui sont les meilleures du monde, c'est du code, mais c'est du rite. À chaque fois que je prends la recette de ma grand-mère, c'est du rite. Et là-dedans, il y a du code investi d'affect, j'aime ma grand-mère, et de valeurs, les valeurs familiales. Et à chaque fois que je reproduis cette recette, je reprends mon rituel et je réactualise cette identité que je construis rituellement. Et bien, c'est la même chose avec un livre. Un livre, c'est un rite. Quand j'ai lu le livre sur les rites profanes de Jacques Rivière, j'ai été frappée, parce qu'à chaque fois qu'il disait rite profane, moi je pouvais mettre littérature et ça marchait. Et donc je lui ai dit, il était très étonné, il a dit « Bon, ben prouvez-le », donc je l'ai fait. Depuis lors, on me respecte dans le milieu des ritologues. Quand je suis arrivée, on me prenait vraiment pour « c'est le vœu, celle-là », enfin bon, voilà. Donc, c'est difficile d'expliquer ça comme ça ici en 2 secondes, et je vois que l'heure tourne, mais en gros, une chose que vous avez tous expérimentée, un rite, c'est une sortie de l'ordinaire, de la vie ordinaire. C'est un espace et un temps qui vous sort. Un temps, juste un petit moment. Et quand vous lisez, vous pouvez être dans votre fauteuil chez vous ou bien dans le train. Vous êtes ailleurs. C'est un autre espace, c'est votre espace imaginaire, c'est un autre temps. Et puis vous reviendrez dans le réel enrichi. Un rite, ce n'est pas que de la parole. C'est un comportement. Ça veut dire que quand vous lisez, vous êtes dans une certaine posture, avec un certain livre, vous tournez les pages, vous sentez peut-être l'odeur de votre livre, vous décodez les choses. Il y a des tas de choses qui se passent aussi corporellement. Et ce que vous faites, c'est que vous recevez le don d'un écrivain, il vous donne son livre, alors lui aussi il s'est appuyé sur des codes, parce que si vous n'avez aucun code, vous ne pouvez pas décoder. Si vous tombez sur un livre qui a été fait dans une langue que vous ne connaissez pas, par exemple, c'est un code, une langue, ben c'est lettre morte, hein, vous ne pouvez pas entrer dedans. Donc il utilise des codes, aussi les genres, etc. Vous savez tout de suite quand vous ouvrez un livre, en gros, si c'est du théâtre ou pas, par exemple. Hein. Bon, pour faire un exemple simple. Mais vous utilisez beaucoup plus, enfin, il vous donne plus que le code, il vous donne aussi ses valeurs, dans la démonstration qu'il fait, et il vous donne ses affects. Et si vous pouvez entrer en résonance avec ça, vous lui faites un contre-don.
Et vous êtes là dans une communauté symbolique. Vous ne vous connaissiez pas avant, vous ne vous connaîtrez peut-être jamais dans le réel, mais vous faites partie d'une communauté symbolique. Tous les amateurs de Proust sont une communauté symbolique. Les amateurs de Beauchot sont une communauté symbolique. Les amateurs de littérature, déjà, en voilà une. Hein. Nous, ici, nous sommes une communauté symbolique. Hein. Ceux qui apprécient la littérature. Voilà. Donc, vous dire plus que ça m'entraînerait trop loin pour ici. Mais enfin, je pense que le principe de la ritualité de la littérature, vous l'avez compris. C'est une conduite symbolique avec des effets réels. La preuve, c'est que vous êtes là. Alors, pour commencer, tu disais que tu n'avais pas eu le désir d'être écrivain, d'être romancière, et pourtant on y est. Oui. On attend la publication d'un roman. Oui. Alors, dis-nous quand même quelques mots là-dessus. Comment tu as fait le grand saut? J'ai fait le grand saut parce que plein de gens m'ont dit que ma Sibylle était magnifique. Il y a même une comédienne qui a fait un CD rien qu'avec mes passages de Sibylle. Et puis, Dépasser la mort aussi, il y a aussi des petits intervalles plus lyriques. Et plein de gens m'ont dit que ça les avait fort touchés. Alors, je me suis affranchie. J'ai donné raison à Beauchot. Je vais peut-être m'améliorer comme écrivain. Et donc maintenant, pendant 4 années, j'ai quand même été à la direction d'une classe, la classe des lettres, sciences morales et politiques à l'Académie. Je n'ai fait qu'écrire des livres, des récits, des textes de commande. Et puis quand je me suis libérée de cette fonction qui a été lourde, je me suis dit, là, je vais écrire pour me faire plaisir. Sur quoi veux-tu écrire, Myriam? C'est très clair pour moi, je veux écrire sur la notion d'indemne. Indemne. Être indemne, ce n'est pas ce qui est intact. Indemne, étymologiquement, c'est ce qui échappe à la damnation. Ce n'est pas ce qui est intact, ce n'est pas ce qui est innocent, c'est ce qui traverse des choses douloureuses, peut-être même en y mettant la main à la pâte, en mettant la main dans le cambouis, en étant responsable de ce qui se passe mal, mais qui en sort en ayant gardé son âme, pour le dire vite, en restant droit, en gardant un désir de futur, en gardant une possibilité, une force de futur. Mais je n'ai pas voulu le faire dans un essai, parce que je ne voulais plus de notes de bas de page, donc je l'ai fait dans un récit, et je voulais vous lire simplement le début. La première page. Jamais je n'aurais cru vivre aussi longtemps. Personne n'aurait parié sur moi un sou dans ma jeunesse. Mais le fil du temps s'est déroulé et je n'ai jamais lâché prise. Ben oui, je suis menu mais résistant, quand d'autres sont des colosses qui s'appuient négligemment sur un pied qui se fracasse. J'ai vu le jour au beau milieu du 19e siècle. Ça en fait des levées de soleil et des tombées de nuit qui s'enchaînent depuis lors. Et le cordage n'est pas joli, un peu roussi et raflé à bien des endroits, sali ou tordu, mais j'ai tort de dire ça. Un fil, c'est un fil, ça sert à relier, à réparer aussi. Une chose est sûre, la cordelette de ma vie est impropre à ligoter quiconque, et c'est tant mieux. Elle est plutôt une invitation à larguer les amarres, c'est bien normal pour un marin. Donc, tout a commencé en 1850, à la suite d'une lubie d'Hermann qui s'est mis à écrire un roman biscornu dans lequel il m'a confié un petit rôle. Au début, j'étais bien le seul qui ait accroché. Personne n'en voulait de son histoire. On disait qu'il s'était trompé de héros en misant sur un monomaniaque improbable, et moi, le petit personnage de l'ombre, c'est sûr que je n'intéressais personne. Hermann voulait aussi mettre en vedette un monstre marin, c'était se moquer du monde. Le seul qui ait fait l'objet d'un récit connu, c'est celui qui avale et qui recrache le prophète Jonas, et bien entendu, la vedette de cette histoire, c'est l'homme, pas la bête. Une baleine avaleuse, c'est pas vraiment affriolant. Mais Hermann s'est entêté à écrire son récit abracadabrantesque, alors on l'a cru aussi timbré que son héros, qui entraîne tout son équipage au naufrage, à défaut de bon sens. Moi, j'étais presque invisible dans cette aventure. J'ai seulement servi à la raconter après coup, parce que j'ai eu la chance incroyable de m'en sortir. Quand notre vaisseau a coulé, je me suis accroché au bois flotté d'un cercueil, si, c'est vrai, jusqu'à ce qu'un navire me repère en haute mer et me ramène à terre à son bord. Ouf. Donc, je m'appelle Ismaël, mettons. J'aime cette formule qui m'attribue ma petite part de responsabilité dans ce qui est écrit. Je suis
un témoin. Les témoins sont nécessaires puisque les héros meurent et engloutissent leur histoire avec eux. Soyons justes, ce n'est pas moi qui suis important, c'est ma parole. Comme participant à l'action, je ne joue qu'un piètre rôle de seconde zone. C'est d'ailleurs ma chance. Si j'avais été plus au centre, j'aurais été entraîné vers le fond et je ne serais pas ici à vous parler de ce livre. Herman, contrairement à son héros, n'était pas un fou, mais un rusé. Me prévoir, c'était placer le petit point d'appui quasi imperceptible qui fait levier pour toute l'histoire. Car c'est sur moi, mine de rien, que tout repose. Sans moi, pas d'intrigue excitante, pas de commentaires éclairants, et pas d'épilogue non plus. Je ne suis peut-être que la mémoire d'une catastrophe, mais sans moi, tout serait à l'eau. Merci, cher témoin. Merci à vous. Merci à